Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Édition spéciale sur School TV pour cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a malheureusement beaucoup à dire, mais surtout beaucoup à faire. Alors, comment éradiquer définitivement le harcèlement à l'école? On en parle dès le début de cette émission. Initier les enfants au compostage et les responsabiliser aux gestes écologiques, c'est l'objectif de la start-up Transfarmers. Ils veulent mobiliser aussi les écoles primaires. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de la chronique Quoi de neuf sur les réseaux de Michael Dos Santos. Et on ne change pas de thème, il nous parlera de lutte justement contre le harcèlement scolaire via le prisme des réseaux sociaux. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Les chiffres ont été communiqués hier par l'Éducation nationale. De 313 signalements en septembre, on est passé à 720 en octobre. 40% d'entre eux concernent le port de tenues religieuses. Viennent ensuite les provocations verbales, 14%, et la contestation d'enseignement, 12%. La moitié des cas concernent les collèges. Invité hier dans l'émission Quotidien, Pape Ndiaye est revenu sur cette hausse des signalements. Pour le ministre de l'Éducation nationale, elle s'explique par la viralité des vidéos TikTok, l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, mais aussi par le fait que l'on encourage fortement les chefs d'établissement à faire remonter tous les signalements pour lutter contre ces atteintes à la laïcité. Pape Ndiaye a d'ailleurs envoyé hier une circulaire aux chefs d'établissement. Elle est composée de 4 axes: sanctionner systématiquement l'élève s'il récidive après une phase de dialogue, renforcer la protection et le soutien aux personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la laïcité, et puis enfin renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement. Ces consignes ont été regroupées sur 3 pages hors annexe, à voir désormais en tout cas si elles sont considérées comme satisfaisantes par les syndicats. La plupart des organisations avaient exprimé jusqu'à maintenant le manque de clarté des règles sur le port des tenues religieuses comme le camis ou encore les abayas. Et là encore, la situation ne semble pas s'améliorer. Selon le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique qui vient d'être publié, on comptabilise 1600 ruptures conventionnelles dans l'éducation nationale en 2021 contre 296 l'année précédente. Pour pallier ce manque de professeurs et améliorer leurs conditions, l'éducation nationale redouble d'efforts. Preuve en est, hier, on a appris la création d'un concours pour recruter des contractuels dans les académies de Créteil, de Versailles et de Guyane. Ouvert au printemps 2023, il permettra d'offrir 400 postes de titulaires à des contractuels qui justifient d'au moins 18 mois d'expérience. De quoi en tout cas leur offrir plus de stabilité. Positif, ce concours, jugent les syndicats, mais insuffisant. Le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, compte à lui seul 760 contractuels. On parle beaucoup de chiffres aujourd'hui. Celui-ci est assez impressionnant. Le lycée Déodat de Sévrac a vu sa facture d'électricité multipliée par 5. Elle est passée de 16 000 à 72 000 euros. Face à cette hausse du tarif liée à un renouvellement de contrat, le proviseur a décidé de ne pas payer la facture d'électricité d'octobre sous peine d'être complètement bloqué pour l'achat de livres ou encore de matériel. À elle seule, la facture absorbe presque l'intégralité des 81 000 euros de dotation de la région Occitanie, une région qui a débloqué en urgence 22 millions d'euros dédiés aux factures d'électricité. Et puis enfin, pour terminer, c'est important, je rappelle qu'on est le 10 novembre aujourd'hui, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, et on en parle tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, j'ai un très beau plateau. Je suis ravie d'accueillir Rachel Fleur-Pardo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes souvent avec nous justement pour parler du harcèlement scolaire. Vous êtes avocate et cofondatrice de l'association Stop Ficha. Également avec nous, Erwan Malanan. Bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être là. C'est une première. Vous êtes député MoDem du Finistère. Et puis également, Axel Desin qui est avec nous par Skype. Bonjour Axel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice éducation au numérique chez Internet sans crainte, qui est un programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Tout ça, rien que cette phrase, elle veut tout dire. On a compris qu'il y avait un problème avec Internet. On a compris que c'était magique, que ça nous permettait de pouvoir communiquer avec le monde entier, d'avoir toutes les informations de la Terre. Mais, malheureusement, on le sait,
de gros problèmes et notamment le harcèlement scolaire en découle. Erwan Balanant, vous avez fait passer une loi à l'Assemblée nationale. Une loi vraiment extraordinaire car pour faire passer le harcèlement scolaire pour un délit, comme un délit, le harcèlement scolaire est désormais puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, grâce à vous, si je peux me permettre, c'est le cas. Grâce à moi et mes collègues et tout le travail qui a été fait par toutes les équipes. Exactement. De le dire. Il punit de 150 000, enfin jusqu'à 150 000 euros d'amende. Un an après, est-ce que c'est appliqué ? Oui, c'est appliqué, mais le sujet, c'est pas trop le délit pénal. Parce que tout le monde s'est concentré sur le délit pénal. Le délit pénal, il était juste là pour définir un interdit. Parce que les sociétés ont besoin de la définition d'interdit, et surtout pour les enfants, il me semble. Le sujet, c'est parce que c'est à l'école ? Le sujet, c'est qu'il y a 3 piliers dans cette loi. Il y a la prévention, qui est le point le plus important sur la question du harcèlement, l'accompagnement, qui est aussi important, et la protection, donc le délit pénal. Ça se déploie, des efforts ont été faits sur le harcèlement scolaire depuis une dizaine d'années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout on a l'émergence de plus en plus présente, de plus en plus forte des sujets numériques et c'est là qu'il faut qu'on travaille encore et on a encore à mon avis des choses à faire pour mieux protéger nos enfants sur le numérique. Alors pour mieux le protéger, pour mieux le comprendre, pour mieux l'analyser, pour mieux savoir que finalement notre enfant peut être effectivement victime. Axel Dessin, je le disais, vous êtes directrice éducation au numérique chez Internet sans crainte. Justement, Internet sans crainte, est-ce que déjà le mot fait flash quand vous le dites? Est-ce qu'on se dit non, mais ça n'existe pas en fait? Qui dit Internet dit crainte. C'est justement le message qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'Internet sous l'angle de la crainte. L'idée, c'est pas de minimiser les risques. Ils sont réels justement quand on ne fait pas de prévention et d'accompagnement. Donc, j'aime beaucoup les 2 mots sur lesquels a insisté Erwan, parce que c'est effectivement la clé aujourd'hui d'un usage éclairé et responsable du numérique, et une des clés aussi de la prévention des cyberviolences, parce qu'on peut parler des cyberviolences au sens large, avant même qu'elles deviennent du cyberharcèlement. Alors la prévention, parlons-en, on en a parlé beaucoup ici avec Stop Ficha, reparlons-en de Stop Ficha justement, car beaucoup d'associations existent, évidemment. Le Ficha, on redit ce que c'est? Oui, le Ficha, c'est le fait de diffuser sans le consentement de la personne qui apparaît des contenus à caractère sexuel. En fait, Ficha, ça fait référence à des comptes qui s'appelaient Ficha, qui existent depuis longtemps, mais dont le nombre avait été augmenté au moment du premier confinement en avril 2020. Et donc, c'est des comptes qui avaient pour objet la diffusion de ces images-là, avec notamment, en plus des images, des éléments qui permettaient de mieux d'identifier les personnes qui apparaissent pour mieux les humilier, pour mieux les afficher avec, par exemple, le prénom, le lycée, la ville. Et si je peux aussi faire référence à la loi que vous avez portée, monsieur le député, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est dans la création de ce nouveau délit, il y a aussi une vertu pédagogique qui est absolument essentielle, parce que ça a été l'occasion de venir rappeler que le harcèlement scolaire est grave. On sanctionne différents types, on sanctionnait jusqu'alors déjà différents types spécifiques de harcèlement dans notre code pénal. Il y avait un texte spécifique au harcèlement au travail, un texte spécifique au harcèlement au sein du couple. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on vienne aussi pointer du doigt ce harcèlement très, très spécifique et qui est un véritable fléau qu'est le harcèlement scolaire. Alors justement, le harcèlement scolaire, on en parlait déjà avant. Je me rappelle que lorsque j'en ai parlé effectivement avec ma mère, elle me disait mais ça existait déjà de mon temps. Nous, ça nous arrivait dans la cour d'école. Les grands-parents en parlent aussi. Mais c'était pas du tout de la même manière. Aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, disons que avant c'était peut-être un petit mot dans le cartable ou dans le sac ou sur le bureau, et maintenant c'est une divulgation à plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes. C'est tout la spécificité du numérique. Il y a plusieurs. Quand on était harcelé avant. À 16h30, c'était la cloche, on rentrait, on avait un moment de répit, un moment où l'enfant pouvait se reconstruire. C'était pas évident pour certains enfants, il y a eu des cas graves, mais il y avait ce moment de répit, de reconstruction. Avec le numérique, c'est tout le temps, pendant la nuit, pour les enfants qui gardent leur téléphone près d'eux la nuit, et moi je conseille aux parents de le mettre en dehors de la chambre, c'est un petit conseil par exemple, mais c'était permanent et donc le répit n'existait pas. Il y a cette oppression terrible pour les enfants qui leur fait aller au pire pour certains vers le suicide ou des tentatives de suicide. Donc il faut qu'on fasse très attention. Et puis l'autre importance du numérique, avec ses qualités, ses défauts, c'est que quand vous vous faites harceler numériquement, ça dépasse parfois la cour de récréation, ça dépasse la ville et ça devient
mondiale. Et on l'a vu avec l'affaire Mila, c'est ce qui fait aussi la violence pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au centre du monde. Et vous vous rendez compte, pour une personne normale, adulte, d'être tout d'un coup au centre du monde, c'est difficile, mais pour un enfant, c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on protège mieux nos enfants. Axel Dessein, justement, une vidéo comme celle de Mila dont parle monsieur le député, est-ce que c'est aussi ça qui permet, alors c'est dans ces moments-là que les malheurs font de grandes choses aussi, qui permet de se dire stop, il faut vraiment qu'on agisse, qu'on soit clair et que ça se passe au cœur de l'école définitivement, cette sensibilisation? Effectivement, ce type d'affaires médiatiques a l'intérêt quand même de montrer la gravité du sujet, l'impact réel que ça a sur les victimes et de favoriser du coup une prise de conscience. Et c'est par cette prise de conscience que sont mis en place ensuite des actions. Donc aujourd'hui, il y a quand même un vrai travail, notamment avec le développement du programme phare de l'éducation nationale, pour que ce sujet ne soit plus soit cloisonné au monde de l'école, soit en dehors des murs, et de montrer que la vie d'un élève est aussi la vie d'un enfant et que le harcèlement se poursuit en dehors des murs de l'école. Et comme ça vient d'être dit, avec les réseaux sociaux, ça se diffuse largement et ça a cet effet de permanence aussi pour le jeune. Monsieur le député, comment on fait pour que ça soit appliqué dans les établissements et tous les établissements, à savoir publics et privés? Alors, c'est dans la loi. La loi, on a bien spécifié que chaque établissement scolaire et universitaire de France devait avoir un programme de prévention et un protocole de résolution des conflits. Maintenant, ils doivent tous avoir cette obligation de moyens. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que vous êtes parent d'élèves, vous pouvez vous renseigner et aller voir le proviseur, le principal, lui dire qu'est-ce que vous avez mis comme prévention en route, est-ce que vous avez des méthodes pour résoudre les conflits. Et le programme phare, qui est un très bon programme, est un programme qui maintenant est systématiquement mis en place et déployé dans chaque lycée, collège, école de France, en tout cas pour l'éducation nationale. Mais l'obligation, elle existe et moi j'ai souhaité qu'elle le soit aussi pour l'école qui est sous contrat et même pour l'école hors contrat. Et ça, c'est extrêmement important. Alors ce programme phare, justement, vous vous basez dessus, mais j'imagine que vous allez plus loin avec Stop Ficha. Oui, en fait, avec Stop Ficha, on tente d'accompagner les victimes du mieux qu'on peut, de faire de la prévention. On tente aussi de signaler les contenus illicites dont on a connaissance. Et en fait, ce que je voulais dire en réaction aux propos qu'a tenu monsieur le député un peu plus tôt, mais c'est qu'en fait, oui, c'est vrai, ce qui se passe avec les cyberviolences, le cyberharcèlement, Internet et les outils numériques, ils sont venus offrir aux auteurs d'infractions habituelles, à ceux qui pouvaient être à l'époque auteurs de harcèlement scolaire ou dans d'autres cas, je pense notamment aux violences conjugales, ils sont venus donner aux auteurs des infractions un outil supplémentaire pour ne laisser aux victimes aucun répit. Et en fait, quand on regarde le cyberharcèlement scolaire qui s'inscrit dans le prolongement du harcèlement scolaire, ça nous dit quelque chose de quand même très intéressant sur les cyberviolences et je voulais le dire ici, je voulais le rappeler, c'est qu'on pense souvent que sur Internet, règne l'anonymat. Mais en réalité, déjà, il faut parler d'un pseudonymat sur Internet. Et ensuite, ce qu'il se passe, c'est que dans la majorité des cas, la personne qui sera à l'initiative autrice de violences en ligne est en réalité quelqu'un qui connaît la victime, donc une connaissance. Et en fait, c'est simplement le pseudonymat qui donne le sentiment de ne pas la connaître, cette personne. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant parce que c'est une idée reçue sur ce que sont les violences en ligne, alors que non, en général, c'est souvent des faits qui sont commis par quelqu'un qu'on connaît et ça peut notamment être commis par des camarades de classe ou des personnes qui sont au sein de la même école ou du même lycée. Oui, parce qu'on parle de pseudonymat, mais ça peut être aussi des personnes qui affichent clairement à la fois leur nom et leur position, parce que cet enfant est victime de harcèlement et finalement c'est établi, ils se rendent même plus compte, enfin, espérons. Exactement, et en fait c'est ça le sujet, c'est qu'on le voit dans toutes les affaires, de grosses affaires de cyberharcèlement, on l'a vu dans l'affaire Mila, quand on voit les comptes rendus d'audience, quand on voit ce que disent les auteurs aux audiences, on a souvent cette phrase qui revient, c'est quoi? Mais moi j'ai envoyé qu'un seul message, je ne savais pas, c'était juste un message en ligne, c'est pas grave. Et en fait là où il y a un vrai travail de pédagogie à faire, c'est vraiment d'aller apprendre aux enfants les conséquences qu'ont ces faits-là, le fait qu'en fait, il faut être un citoyen en ligne et qu'en effet, parfois, même par l'envoi d'un seul message ou par l'envoi de plusieurs messages, on peut vraiment causer des dommages chez la personne qui les reçoit. L'espace public, il existe, il est défini, il a des règles. Moi, je ne me trimballe pas dans la rue avec mon nom sur le dos, mais on peut me reconnaître et on peut savoir qui je suis. Mais si je mets une cagoule et si je suis anonyme, je suis hors des clous. Et donc, c'est exactement la même chose sur l'espace public numérique. Et moi, je pense que nous, législateurs, on a un travail à faire sur la définition de l'espace public numérique et de rappeler
que les règles sont les mêmes que dans la vraie vie et dans le vrai monde, si j'ose cette expression. Et ça me fait penser qu'on a aussi un sujet, c'est le sujet des parents. Et les parents, je ne sais pas si on allait en parler avant, après, et si on en parle maintenant, moi j'ai 2 mots à dire aux parents, c'est que vous avez une responsabilité, vos enfants, tant qu'ils sont mineurs, vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux, de protection, mais aussi de surveillance. Et souvent, on a des parents qui disent « moi, je surveille parce que je ne veux pas que mon enfant soit harcelé ». Mais le rôle d'un parent, c'est aussi de surveiller si son enfant n'est pas le harceleur. Et ça, c'est extrêmement important que les parents rappellent les règles. Et c'est pour ça que c'est l'avantage aussi d'avoir un délit pénal. C'est la fonction expressive du droit. Ça définit un interdit, ça donne un cadre. Et dans ce cadre, il faut mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, prévention, accompagnement, mais il faut aussi que chacun puisse s'exprimer dans les règles de la République. Alors justement, Axel Dessein, parlant du rôle des parents, dans le cadre effectivement de ce programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique, il faut aussi former, entre guillemets, les parents qui peut-être sont tout aussi perdus que les enfants face au numérique. Oui, en fait, surtout, ils ne se sentent pas légitimes souvent pour accompagner leurs enfants. Et comme leurs usages numériques sont différents, parfois, ils passent aussi à côté de ce que font leurs enfants et des problèmes auxquels ils peuvent être exposés. Alors heureusement, quand même, ces dernières années, ces sujets sont beaucoup plus médiatiques et les parents sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Mais l'enjeu de l'accompagnement des parents, de redonner confiance aux parents pour accompagner leurs enfants est clé. Alors nous, c'est vrai qu'on est sur le champ de la sensibilisation, de la prévention, on propose des outils pour ça, et notamment sur le harcèlement, on a créé une série pour les parents, une série vidéo qui s'appelle « Parents, parlons-en, le harcèlement » et qui donne justement des clés très concrètes aux parents pour pouvoir aborder ce sujet avec leurs enfants, en prévention mais aussi en action, et en posant aussi la question et si mon enfant est un harceleur, qu'est-ce que je fais? Parce que du côté des parents, il faut aussi pouvoir avoir en tête que son enfant peut être victime, témoin, mais aussi harceleur, et qu'il faut savoir bien se positionner, et le harceleur est souvent quelqu'un qui a aussi besoin d'être accompagné pour que le comportement s'arrête. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on ne naît pas violent, hein, on le devient. C'est-à-dire que c'est pas de naissance, ce n'est pas de fait qu'un enfant est harceleur, si Rachel Farpardo? Non, je ne le crois pas. En tout cas, toute une série de facteurs peut expliquer qu'on en soit arrivé là. Et de toute façon, c'est le travail qu'on fait une fois qu'on est lors d'une audience, quand on pose des questions de personnalité, où on essaye de comprendre quelle est l'histoire de l'auteur de l'infraction. Mais ce qu'il faut dire aussi quand on en vient aux parents, c'est que, en fait, il y a quand même quelque chose. C'est que quand ces violences à l'école prennent la forme de cyberviolence, elle comporte aussi très souvent une connotation sexiste ou sexuelle. Et en fait, ça peut créer une sorte de tabou entre l'enfant et les parents. Ça peut être très compliqué pour l'enfant victime d'aller se confier sur ce sujet-là auprès de son parent. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Stop Ficha, et c'est le rôle, je pense, des associations et peut-être demain de l'école, c'est d'ouvrir des espaces de dialogue sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, les vrais drames, les très graves histoires, quand on arrive au suicide, etc., c'est quand en général, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de lieu d'écoute pour la personne, qu'elle s'est murée dans le silence et qu'elle s'est retrouvée de fait isolée. Donc c'est un peu le travail qu'on essaye de faire en ouvrant la porte pour inciter des victimes à venir se confier à nous. Alors, chez vous, je l'entends, mais comment ça se passe dans d'autres établissements où ils n'ont pas la chance d'avoir Stop Ficha, par exemple, ou Rachel Farpardo qui vient parler? Non, mais c'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail à faire. Le ministre de l'Éducation nationale et la ministre à l'égalité femmes-hommes se sont récemment prononcés sur le fait qu'en effet, il fallait qu'effectivement, les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective soient donnés dans les écoles. Parce qu'un rapport est venu démontrer qu'en fait, même si censé y avoir 3 cours par an, il n'y a pas de cours qui sont... Oui, c'est ça, j'allais y venir, c'est que le Yaka Faucon, c'est très bien, mais ça ne se fait pas dans la réalité. C'est la difficulté, et en fait, l'enjeu, c'est aussi dans ces cours de sensibilisation à la vie sexuelle et affective, d'aller venir inclure une dimension numérique. Il faut absolument en parler. Et il faut aussi, et moi je pense que la bonne approche, c'est expliquer aux enfants leurs droits. À partir du moment où on connaît ces droits, et on sait, et il existe, et c'était la volonté du délit, de dire que ça c'est un droit, et on a affirmé le droit à une scolarité sans harcèlement et sans violence dans le Code de l'éducation, c'est le point principal du texte du 2 mars 2022. Alors, en faisant ça, on permet aux enfants de libérer leur parole aussi, parce que s'ils connaissent leurs droits, ils savent qu'ils peuvent, entre guillemets, s'en plaindre.
plaindre. Et donc, l'angle pour la question de l'éducation à la vie sexiste, sexuelle et affective, c'est aussi de poser le cadre juridique. Et les enfants, ils comprennent parfaitement ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Il suffit de leur rappeler. À vous écouter, c'est assez évident, mais effectivement, est-ce que c'est fait dans les cours d'éducation morale et civique, par exemple ? Alors, le ministre, moi je l'ai interpellé sur cette question de façon aux questions d'actualité au gouvernement. Oui. Il l'a affirmé, c'est la ministre Madame Cobel qui l'a affirmé, c'est que seront renforcés ces cours et il faut qu'ils soient effectifs, il faut qu'ils existent. Ils rendent service à tout le monde, ces cours. Ils rendent service. Est-ce que vous croyez que les enseignants, tous les enseignants de France, sont au courant, par exemple, que cette loi existe ? Non, pas encore. C'est pour ça qu'il y avait dans la deuxième partie du texte une obligation pour tous les nouveaux professeurs, en tout cas, d'être formés sur les questions de harcèlement scolaire et donc de cyberharcèlement. C'est une formation un module qui sera inclus dans leur formation initiale et par capillarité, ça va avancer. Mais c'est aussi le cadre de phare, du programme phare, de faire de la formation continue auprès des adultes. Et je dis bien des adultes parce que ce n'est pas que les enseignants, c'est tout le monde dans le monde éducatif. Ça peut être l'infirmière, l'assistante sociale, mais même le monsieur ou la dame qui sert le repas au self. Tout le monde doit avoir une formation minimum pour cerner les cas de harcèlement. Quand vous voyez un enfant qui mange toujours tout seul, tout le temps, vous pouvez vous dire tiens, c'est bizarre. Et si vous êtes un peu formé, vous pouvez aller lui parler, lui en parler ou l'inciter à aller voir par exemple les ambassadeurs harcèlement qu'il y a maintenant dans les établissements qui sont obligatoires dans le cadre du programme. Le problème, c'est que Axel Dessein, quand on se sent harcelé ou quand on est harcelé ou quand on se sent effectivement complètement exclu d'un groupe, d'une classe, d'un établissement, est-ce qu'on a la force même d'aller voir le représentant dont on parle, qui est le représentant harcèlement ? Effectivement, aujourd'hui, il y a encore une problématique, c'est que la parole de l'enfant n'est pas toujours écoutée, elle a tendance à être minimisée. Donc, en même temps, la mise en place de ce programme phare, c'est aussi une reconnaissance que c'est une vraie problématique et qu'il y a des adultes désormais présents et formés pour pouvoir recueillir cette parole. Et derrière cette notion d'ambassadeur, il y a aussi des ambassadeurs enfants dans les collèges. Dans le cadre du programme phare, des ambassadeurs jeunes sont formés pour pouvoir justement aussi recueillir la parole de leurs camarades et pouvoir les accompagner. Alors, ils n'ont pas un rôle de prise en charge de la situation de harcèlement, mais ils sont en capacité de pouvoir orienter leurs camarades vers des solutions. Donc ça, aujourd'hui, ça va, on l'espère, permettre de libérer la parole parce qu'on sait que la parole est la clé pour commencer finalement à résoudre la solution. Le problème, trouver la solution. Alors je le disais, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui s'est beaucoup modifié et qui évidemment a empiré avec les années. Est-ce que c'est aussi le résultat d'une société qui est de plus en plus violente ? Alors peut-être que les générations d'avant diront mais non, mais pas du tout, c'était déjà extrêmement violent avant. Et puis si on reprend la Seconde Guerre mondiale, n'en parlons pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est un enfant entre 10 et 15 ans, on a connu donc une pandémie, un virus qui nous paralyse tous, qui empêche tout le monde de travailler, des enseignants qui sont à bout, pour certains des classes sans enseignants devant, les problèmes de harcèlement, une violence absolue où la guerre est très proche, voire ici déjà, et des jeunes qui sont en colère et qui en permanence expriment, même à l'école, leur désaccord avec la société. Mais c'est évident qu'on a une génération d'enfants dont je fais partie qui a été privilégiée. Moi, je n'ai pas connu la guerre. On a eu des sujets. Il y avait la guerre froide et c'était terrible. Aujourd'hui, ils ont l'éco-anxiété. Les enfants, nous, on avait la peur de l'Holocauste nucléaire. Bon, chaque enfant. Mais là, c'est vrai que c'est particulièrement difficile pour les enfants aujourd'hui, d'où la nécessité de renforcer les moyens de l'éducation nationale, de renforcer l'importance de l'éducation dans notre pays et puis d'accompagner nos enfants. On n'en a pas parlé, mais un vrai sujet aussi, et il faudra qu'on regarde si c'est effectif et si ça marche suffisamment bien, c'est comment les victimes, par exemple, sont accompagnées, mais aussi les auteurs d'ailleurs, mais psychologiquement, on voit qu'il y a une détresse, on voit aujourd'hui que la psychiatrie infantile souffre par manque de moyens, et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, il faut vraiment qu'on s'engage. Alors justement, il y a l'accompagnement aussi à l'école, et une autre forme d'accompagnement, si je puis dire, qui n'est pas vraiment liée au harcèlement précisément, mais à tout, c'est l'empathie par rapport aux élèves, l'empathie vers les élèves, et donc les fameux soft skills, qui font partie aussi, j'imagine, ça va un peu avec le sujet.
Moi, je prône qu'on ait des notes de bonne camaraderie à l'école. Je trouve que, par exemple, dans l'éducation de ma fille, je lui dis toujours, ma fille, je veux que tu sois une bonne camarade. Et une bonne camarade, c'est ça, c'est l'empathie, c'est l'écoute de l'autre et l'attention à l'autre. C'est des choses que... Moi, c'est comme ça que je suis venu à la question du harcèlement scolaire. C'est de me dire comment, dans cette société, on a une société qui fait attention à l'autre. Et l'école doit le rappeler. L'école doit le rabâcher. Et ça doit être une des valeurs de l'école, être attentif à l'autre. Quel âge a votre fille? Ma fille a 12 ans. Et donc elle l'entend, ça? Donc elle est en 5e, j'imagine? Elle est en 5e. Oui, elle entend le discours? J'espère. En tout cas, elle a sur son bulletin, j'étais très fier d'elle, que c'était une bonne camarade. Je ne sais pas si elle a soufflé le mot à ça. Non, mais être une bonne camarade, la question aussi, parce qu'on me l'a posée, et mon fils me l'a posée aussi, m'a dit à un moment... Maman, je crois qu'il y a un garçon qui ne va pas bien, etc. Et en même temps, en permanence, il me dit « Non, mais ça va très bien, genre ne parle pas. Qu'est-ce que je dois faire ?» Non, ce que vous devez faire, c'est très compliqué. C'est surtout lui. C'est surtout lui. Évidemment, il est dans une position difficile, mais cette question de l'empathie, elle se pose particulièrement pour la question des violences en ligne. Il y a quelque chose qu'on appelle l'effet cockpit, qu'on a quand on se retrouve auteur de violences sur Internet. C'est qu'en fait, c'est un peu comme quand, pendant une guerre, on tire depuis un avion, eh bien on ne voit pas les conséquences, on ne voit pas la victime souffrir. Et bien, un peu de la même manière, quand on est derrière son écran, et les jeunes, quand ils sont derrière leurs écrans, ils ne voient pas les conséquences de leur violence sur les victimes. Ils sont donc dépourvus d'empathie, et c'est ce qui explique que certaines personnes se rendent coupables de violences en ligne, alors que dans certains cas, elles n'auraient jamais commis de violence dans la vraie vie, ou en tout cas physiquement. Oui, on peut y avoir... on a vu des retours en arrière, on a vu des enfants qui étaient harceleurs et qui tout d'un coup ont pris conscience, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas du tout moi, je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça. Je l'ai vu dans des dossiers, je l'ai vu dans des salles d'audience, j'ai vu des enfants dire, j'avais pas conscience de ce que je faisais, je savais pas que c'était une infraction pénale, je savais pas qu'elle était dans cet état de son côté. J'ai vu des réactions comme ça, et c'est pour ça que l'éducation est absolument essentielle, parce que moi je suis convaincue, c'est peut-être un souhait pieux, mais je suis assez convaincue que si demain on donnait véritablement aux enfants le moyen d'avoir d'avoir vraiment conscience des conséquences des violences en ligne, eh bien, ils seraient moins nombreux à être auteurs de ces infractions. Et puis accompagner psychologiquement, j'imagine aussi. Genre Axel Dessin, juste pour une dernière question et donc réponse, mais l'accompagnement justement de ces enfants-là, pour pouvoir psychologiquement, que ce soit à la maison, en dehors de la maison, c'est-à-dire en dehors de cadre scolaire aussi, et à l'école, être accompagné par quelqu'un avec qui ils peuvent facilement discuter. C'est pas le cas de tous les établissements. Non, après, là, les choses sont en train de se mettre en place, mais je rejoins les personnes sur le plateau. L'empathie, le travail de l'empathie est la clé. Et on est content de voir que c'est aussi au cœur du dispositif de phare. Mais ce qui vient d'être évoqué, c'est aussi que les usages numériques ont tendance à faire oublier qu'il y a une vraie personne derrière l'écran. Et parfois, simplement de rappeler aux enfants, mais même aux plus grands, que les mots blessent tout autant, que les paroles touchent, ça suffit des fois à une prise de conscience. Donc nous, on fait des outils gratuits de sensibilisation. Il y en a beaucoup qui sont intégrés au programme phare. On travaille avec l'équipe non harcèlement du ministère de l'Éducation nationale depuis longtemps. Et on a notamment développé un outil qui s'appelle Empathique, qui est dédié à travailler l'empathie avec ses élèves. Et c'est vraiment à travers ce type d'outils, à travers le travail du vivre ensemble, mais je rejoins aussi ce que disait Anne-Flore sur le travail par rapport au corps, à l'intimité, au consentement, au respect de l'autre, qu'on va pouvoir aussi apporter les bonnes réponses aux élèves pour éviter les situations de harcèlement, mais aussi savoir comment se comporter quand ils y sont confrontés, en tant que victime, mais aussi en tant que témoin. Parce que ça demande aussi de l'empathie, d'être capable d'identifier que quelqu'un est victime de harcèlement. Et oui, j'entends bien sûr. Un dernier mot, Erwan Balanant. Moi, le dernier mot, pour travailler sur cette notion d'empathie, je pense que l'éducation nationale aurait tout intérêt à développer le travail en commun et le travail par équipe, et mieux noter le travail par équipe et revoir la proportion des notes faites par équipe, où tout le monde a la même note, où chacun doit prendre en compte les spécificités de chacun, les qualités des uns, les défauts des autres, pour ensemble faire un travail commun, le collectif. Et je pense qu'il faudrait qu'on travaille cette piste.
Bon, ma prochaine loi. Non, on ne va Rendez-vous pas dans faire une quelques loi années. sur ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rachel Portardo. Je rappelle que vous êtes avocate et cofondatrice de l'association Stop Fichage. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, monsieur le député. Merci à vous. Erwan Balanant, donc le député MoDem du Finistère. Et merci aussi Axel Desain d'avoir été avec nous, directrice éducation au numérique chez Internet sans crainte. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Henri Tomaso. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Transfarmers. Attention, j'espère que je le dis bien. Hein. Transfarmers. Un petit jeu de mots subtil, justement, pour un mix entre transformer et farmers, qui veut dire fermier. Donc, c'est en revenant justement à la terre qu'on va réussir à transformer les mentalités, selon vous. Oui, tout à fait. Et un peu à l'exemple de ce premier produit que l'on commercialise, qui est le pot de fleurs composteur, eh bien, c'est quelque part trouver les moyens de remettre un peu les personnes au centre des cycles naturels et qu'ils puissent bien comprendre ce qui se passe dans le monde qui les entoure, dans l'environnement, pour qu'ils puissent y participer agréablement. Alors justement, quand on voit ce pot de fleurs, qu'est-ce qui se passe? Comment on explique à un enfant de 10 ans? Alors les enfants, eux, arrivent à comprendre rapidement. Il s'agit d'un... Écoutez-moi, je vais faire un effort. Je vous assure, s'agit d'un- je vais tenter de faire un effort. Oui. Il s'agit d'un pot de fleurs composteur. Donc, un objet qui permet de nourrir ses plantes avec ses déchets de cuisine. Jusque-là, Tout va bien. tout va bien. Comment ça fonctionne ? Faut savoir quand même qu'un tiers de nos poubelles aujourd'hui sont composées de biodéchets qui partent à l'incinération au lieu de retourner dans les cycles naturels. Et en fait, avec un tel objet, on peut recycler les biodéchets directement chez soi et en faire bénéficier les plantes. Comment ça marche ? Il y a un bouchon en haut, on jette ses épluchures, tous ces déchets végétaux, déchets de cuisine dedans. Comme une poubelle, en fait. Comme une poubelle, Mais de déchets côté végétaux. composteur, voilà, exactement. À l'intérieur, il y a tout un écosystème, notamment des vers de terre, qui vont composter progressivement ces déchets. Toute l'eau qui est contenue dans nos épluchures va être absorbée par le pot de fleurs, qui est de ce côté, et les vers de terre, eux, vont se promener dans le système. Sympa. Et au gré, Chez soi, c'est sympa. ils se promènent à l'intérieur, hein. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas du pot. Et au gré de leurs allers-retours dans le pot de fleurs composteur, eh bien, ils vont aller fertiliser la plante. Donc on n'a plus besoin de fertiliser ces plantes, et puis on a beaucoup moins besoin de les arroser. Et après, tous les 6-8 mois, on va récolter du compost qui est mûr en bas de la pile par le bouchon inférieur. Alors moi, j'avais une fausse idée du compost parce que j'avais l'impression qu'il fallait justement que ce soit aéré pour qu'il y ait l'oxygène qui s'intègre, qui pénètre. Oui, eh bien, c'est Si juste. c'est le cas, toujours. L'oxygène, en fait, arrive par la plante, par la terre, hein, qui est. C'est un relais permanent. C'est un relais Pas permanent. Et vous avez vu que la matière, c'est de la terre cuite, qui elle aussi respire. Donc effectivement, c'est un compostage, ça se fait en présence d'oxygène. Et vous pouvez comprendre ou pas l'idée reçue selon laquelle ce serait soit sale, soit pas faite pour la ville, ou en tout cas pas pour les appartements, le fameux système de compost. Oui, bien sûr. Après, tout est aussi une notion d'apprentissage. Et c'est aussi là l'intérêt pour les enfants. C'est-à-dire que si on parle de transition écologique, aujourd'hui, il faut savoir que ça passe, nous on est convaincus que ça passe par de l'apprentissage. Et en fait, on fait les choses bien, on apprécie les choses à partir du moment où on les comprend, à partir du moment où on peut observer, où on peut les questionner. Et en fait, avec ce genre de système, ça permet en fait très rapidement de comprendre pourquoi je composte. Et donc finalement, ces déchets n'en sont plus, c'est plus que des ressources pour les plantes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on comprend mieux et on va faire ce geste beaucoup plus facilement. Alors c'est pas que pour les plantes, hein, si je comprends bien, parce que c'est aussi une façon de créer moins justement d'incinération en fait. Exactement. Ou de pollution. C'est ça. En fait, dans le même temps, c'est un tiers de nos poubelles qu'on évite de partir dans les transports, transporter à l'incinérateur et puis vaporiser. Faut savoir que tout ça, c'est des matières qui étaient vivantes et qui sont devenues mortes et qui ont vocation à nourrir le vivant, pas à partir en fumée et faire du CO2. Quand on dit végétaux, je ne veux pas me tromper, les protéines, niet? Niet, alors il y a toujours un peu de protéines dans les végétaux, mais ouais, on évite tout ce qui est d'origine animale. Voilà. Donc pas de croûte de fromage, pas de morceaux de viande, parce que là on parlait d'odeur, c'est
peut se créer des fermentations à ce moment-là pas terribles. Mais tant qu'on se tient... Il y a les verres en même temps. Oui, voilà, ils sont là, c'est eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Non, on peut mettre par contre du marc de café, des sachets de thé, on va y mettre du carton, on peut y mettre beaucoup de choses, toutes les épluchures de légumes qu'on fait dans la cuisine. En tout cas, c'est très très beau comme objet. Alors, vous avez décidé d'intégrer votre projet dans les écoles, et notamment dans les écoles primaires. Le compost, il est tout petit. Cette idée, elle vient d'où? Eh bien, on a nous-mêmes des enfants et en fait, on s'est aperçu du côté très pédagogique du produit en fait et son aspect aussi ludique. Et finalement, on s'est dit intuitivement, confions-en à des enseignants qui, eux, savent gérer de la pédagogie et enseigner aux enfants. Donc, on a monté un projet pilote avec des écoles à travers la France à qui on a confié un pot. On leur a envoyé des verres pour qu'ils puissent démarrer un projet pédagogique. Ils avaient carte blanche et c'était à eux de mener comme ils le souhaitaient ce projet. Et donc de là, on a eu des résultats super parce que ils ont réussi à développer toute une multitude d'activités autour du post-fleur-composteur qui vont de l'observation des vers, de certains micro-organismes, en passant par l'observation de graines qui germent. Et tout ça avec des notions de recyclage et de cycle naturel. Les enfants, par exemple, se sont vus confier la charge de s'occuper du pot. Et donc, fallait bien ramener des épluchures depuis la maison pour nourrir les vers, etc. Et puis une plante, c'est vivant, c'est une façon aussi de responsabiliser les enfants par rapport à quelque chose, une plante en tout cas qui ne doit pas mourir. Donc la maintenir en vie. Exactement, la maintenir en vie. Et finalement, ce geste d'aller jeter ses épluchures dans le composteur fait que l'enfant participe à ce cycle complet où des vers vont dégrader les déchets qui vont ensuite nourrir des plantes. L'écologie, c'est un des sujets numéro 1 chez les jeunes aujourd'hui, chez les tout-petits certainement aussi. C'est une façon aussi de les rendre citoyens, responsables pour l'avenir? Oui, vous avez parfaitement raison. Les rendre citoyens pour l'avenir, ça passe par l'apprentissage. Comme je disais, si on ne comprend pas les choses, c'est difficile de les faire bien, ça c'est sûr. Et tous ces gestes d'éco-citoyens de demain que l'on attend, en fait, de tous les humains qui vont peupler la Terre, finalement, il faut bien les apprendre. Et il faut bien comprendre, observer, et à partir de là, ça se passe le mieux possible. Alors souvent, les enfants sont toujours curieux d'apprendre et l'histoire des vers de terre, ça les excite plutôt que ça les inquiète. Oui. En revanche, quelle est l'attitude des professeurs par rapport au compost? C'est ce que vous proposez? Alors eux, les professeurs, ils ont quand même l'habitude de ce type de projet. Ils ont manipulé des phasmes, ils ont manipulé des cocons de papillons, ce genre de choses. Donc l'aspect vert, on a eu vraiment aucun, c'était quasiment un non-sujet, presque ils étaient attendus fermement par l'enseignant et toute sa classe. D'accord, et alors donc il y a une formation qui est faite pour les enseignants? Alors la formation, elle est rapide, elle est intuitive, c'est-à-dire que nous on les briefe et puis par ailleurs le pot arrive avec un document qui est bien fait, nous on rajoute de l'information et puis on se tient à disposition dès qu'un professeur a une question. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, le rapport du GIEC, la COP27, on parle d'écologie pratiquement tous les jours, voire tous les jours, à chaque heure. Et puis aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoterrorisme, je ne sais pas si le terme est approprié ou pas, mais en tout cas ceux qui font des actions coup de poing pour pouvoir alerter l'opinion sur l'urgence climatique. Est-ce que ça vous donne encore plus envie justement de vous investir dans Transfarmers et ces projets de compost ou autres? Oui, c'est évident. Je pense que, je ne sais pas si on peut parler de combat, mais en tout cas, il y a une multitude de facettes, comment aborder le sujet et comment faire que ça se passe le mieux possible à l'avenir. Résolument, nous, on pense que ça passe par l'apprentissage, par les enfants qui seront les générations futures et qui, eux, seront aussi à même de changer des comportements pour le mieux. Voilà, donc on va dire que c'est dans ce domaine-là que nous on œuvre particulièrement. Écoutez, merci beaucoup Henri Thomazeau d'être venu à la fois nous présenter ce qu'est un compost très beau, magnifique. Je vois le design cuvelier, c'est ça? Oui. Voilà, en terre cuite. Merci Henri Thomazeau. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique Quoi de neuf sur les réseaux avec Mickaël Dos Santos.
Alors Mickaël, on le sait, les hommes politiques sont de plus en plus connectés et c'est donc tout logiquement que Pape Ndiaye a choisi les réseaux sociaux pour évoquer le harcèlement scolaire. Oui, depuis plusieurs jours, il est très actif sur les réseaux sociaux, photos, chiffres, clips de sensibilisation. Le ministre de l'Éducation nationale a partagé de nombreux posts au sujet du harcèlement scolaire. Et ce mercredi, il est allé encore un peu plus loin puisque sur YouTube, Twitch ou encore Facebook, Pape Ndiaye a échangé en direct avec d'anciennes victimes, des ados qui ont pu raconter leur calvaire, mais aussi faire des propositions au ministre pour éviter le harcèlement. Aussi de pouvoir aider pas seulement le harcelé, mais les harceleurs aussi, parce que comme ils ont dit, tout le monde, ils ont aussi une histoire, c'est pas forcément facile pour eux aussi. Et donc de pouvoir mettre un moyen aussi de sanction, oui, ça c'est la première chose, mais aussi de les aider, de mettre en place des aides pour les deux, dans les deux cas, parce que je pense que c'est pas toujours facile pour l'harceleur et ni l'harcelé non plus. Pape Ndiaye accompagné de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, très engagée elle aussi dans la lutte contre le harcèlement scolaire et qui avait déjà accompagné le ministre dans une école de Seine-et-Marne, c'était mardi. Des bikers au grand cœur font de nouveau le buzz. Oui, 30 motards pour vous épauler ou pour l'épauler. Paula avait le sourire en début de semaine, victime de harcèlement depuis 3 ans. Cette élève de 17 ans a eu la surprise de voir débarquer les Lag Spirit City of Poppies devant son école de Cavaillon, c'est dans le Vaucluse. Contactée par la maman après une tentative de suicide de l'adolescente, les bikers sont venus lui prêter main forte et lui offrir un mini road trip. Regardez. Et voilà la vidéo partagée sur le compte Facebook de ces bikers qui a rapidement fait le tour du web. Et pourtant, ces motards n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils en ont même fait leur spécialité. Plus d'une vingtaine d'adolescents ont pu compter sur le soutien moral de ce club de motards. Alors leur but, c'est forcément de dénoncer le harcèlement scolaire, mais surtout impressionner les bourreaux et montrer que la victime n'est pas seule. Et devinez quoi, ça marche, puisqu'après leur passage, eh bien, visiblement, les bourreaux se sont calmés. Génial. On poursuit avec une pratique qui provient des États-Unis. On les appelle les bancs de l'amitié. Ils débarquent désormais dans les écoles françaises. Des bancs qui font l'unanimité et qui suscitent l'engouement sur les réseaux sociaux. Les enfants les adorent, les parents et les professeurs les trouvent fabuleux. Ces bancs permettent tout simplement aux élèves de se faire des amis. Peints en blanc avec des petites mains comme ça en couleur. Ils sont placés dans les cours de récréation et permettent de lutter contre l'isolement et le harcèlement. Alors quand un enfant se sent seul, triste, qu'il est un peu timide, qu'il a du mal à communiquer, il peut s'y rendre, ce qui provoque souvent une réaction très positive de la part des autres élèves. Certains viennent l'appeler, cet enfant, pour jouer, d'autres s'assoient à côté, ce qui crée automatiquement des amitiés et développe aussi de l'empathie. Or on le sait, quand on est jeune, un jeune enfant, c'est plus rare d'avoir de l'empathie. Des bancs, en tout cas pour adultes, pourraient être aussi placés à côté de ces bancs de l'amitié. Cela permettrait de déceler un mal-être chez l'enfant ou peut-être déceler aussi une victime de harcèlement. Bien, merci beaucoup. On termine avec un artiste qui a décidé de mettre ses talents au service de la lutte contre le harcèlement scolaire. Il s'appelle Christophe Beau et il a créé cette affiche. Elle a été très largement partagée sur Twitter et je voulais en faire de même avec nos téléspectateurs. Cette affiche a été créée pour favoriser les échanges avec les enfants, mieux leur faire comprendre ce qui est réellement le harcèlement et comment ils peuvent y faire face. Alors le dessinateur commence par définir ce qu'est le harcèlement scolaire, puis ce qui est considéré comme un rejet ou une stigmatisation, exemple des attaques sur le handicap ou encore le physique. Et puis enfin, il finit par illustrer avec des petits conseils aux élèves comment agir quand on est témoin de harcèlement, ne pas rire, ne pas y participer, ou encore quand on est victime, signaler ce harcèlement, porter plainte ou encore appeler le numéro, le 3020, un numéro qui est dédié au harcèlement. C'est un schéma très très simple, très très clair, qui est disponible aussi en PDF et que certains professeurs ont déjà téléchargé pour le diffuser dans les salles de classe. Merci Mickaël. Allez, tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Cette semaine, son invité est Nicolas Waldorf. Tu as évoqué un moment compliqué. C'était ton coming out.
Bah, c'était très compliqué parce que mes parents ils étaient très tradis, chrétiens. Mon père est sicilien, ma mère elle est viette. Ils étaient fermés d'esprit, laisse tomber. Donc quand j'ai dit bah, je vais vivre avec Kevin, je peux aider, nanana, ils ont fait quoi? Ma mère elle est tombée à genoux, elle s'est mise à prier. J'ai dit bon écoute calme-toi. Et un jour elle m'en a reparlé, elle m'a dit, elle pleurait. Et je lui ai dit, ça me fait monter les larmes parce que je me rappelle et je lui ai dit c'est toi la femme de ma vie, je trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher ailleurs. Et je lui ai dit maintenant on arrête d'en parler. Et on a arrêté d'en parler. Mais c'était dur pour eux parce que j'étais l'enfant qui allait devenir avocat, qui était leur enfant le plus loquace, le plus à l'aise en société. Tu l'es toujours. Voilà, mais à l'époque, j'étais pas aussi. Après, il y a eu plein d'événements quand j'ai commencé ma carrière. Après, j'ai tout plaqué. Je me suis retrouvé dans un cabaret où j'ai. T'avais l'impression de les décevoir? Au moment où j'ai vu ma mère me regarder comme ça, je savais qu'il fallait que je fasse un gros coup pour qu'ils se calment, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment construire ma vie, je leur ai envoyé mon premier gros cachet, quand j'ai coiffé dans un défilé de mode, je leur ai envoyé tout ce que je faisais pour qu'ils comprennent. Mais au début, ils se disaient oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et au final, après, quand j'ai vraiment monté ma première société, que j'ai fait mes trucs, ils suivaient, donc ils se sont dit bon, quand même, le mec. Et la relation après avec tes parents s'est améliorée? Ça s'est assaini parce que ma mère, oui, parce que ma mère, à la fin, elle a vu que j'étais quand même quelqu'un qui bossait. Elle voyait très bien qu'après, elle a vu que je gagnais ma vie, donc elle s'est quand même dit bon, bah le mec, il est pas teuteux, quoi. Mais mon père, il a commencé à reprendre contact quand j'étais célèbre. Et vous aviez perdu contact tout ce temps-là? Ah bah, je suis parti de chez lui et je me suis pas retourné, quoi. Et après, j'ai demandé de l'aide à des moments. Ah merde, ça. J'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à des moments. Mais attends, t'avais quel âge? 17 ans, 18 ans quand je suis parti à 16-17 ans. Et... Donc pendant 10 ans, t'as pas de nouvelles de lui alors? Mais plus que ça même. Après, on se revoyait à des gros trucs de famille, mais il me parlait pas, c'était pas cool, quoi. Mais après, c'est quelqu'un qui était comme ça. En fait, je ne me plains pas parce qu'en fait... ce rapport avec mes parents m'a permis de déplacer des montagnes. C'est ça qui t'a donné la force. Oui, moi je connais des gens qui ont eu des parents très soutenants, qui n'ont pas eu de défis. Mon Dieu, ils n'arrivent pas à prendre une décision, ils n'arrivent pas à se secouer. Je pense qu'il y a une question de caractère. C'est une question de caractère, parce que ça peut te donner aussi extrêmement confiance et mais moi, des fois je me dis, mais s'ils m'avaient soutenu dans tout, je pense que j'aurais pas eu ce côté combatif. Oui, chez toi, ça a généré cela. Et ouais, je sais pas. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé me poser des questions. J'ai commencé, à un moment, on était dans un 9 mètres carrés, on vivait à 3, on galérait de ouf, avec 2 copains. Et je me disais, mais il faut que ça change. 9 mètres carrés à 3 ? Ouais. On avait une chambre de bonne, il y avait les toilettes sur le palier, le canapé, l'évier, la douche au bout du canapé, collé. Quand on se levait, il y avait de la buée partout. Bah oui, tu m'étonnes, à 3 dedans. Et en fait, on galérait, on mangeait des paires d'eau due dans des sachets en plastique, la salade dans le sachet, et j'achetais les palais bretons. Ça, c'était à 20 ans, ouais. 18 ans. J'avais acheté les palais bretons EcoPlus parce que c'était moins cher, tu sais, les paquets blancs, oui. à 1,28 € ou un truc comme ça. 29, 1,29 €. Et en fait, j'avais ça et je me disais, il va m'arriver quelque chose, parce que je savais, moi, depuis que j'étais petit, ma grand-mère et ma mère me disaient, tu vas avoir un destin exceptionnel. Ne t'inquiète jamais. Tu avais la foi, quoi. Je me disais, c'est pas possible, mais ça va m'aider, ça va m'aider. Et aujourd'hui, effectivement, à chaque fois que je pousse une porte, ou qu'on m'offre quelque chose, ou que je suis dans mon appartement de maintenant, chaque matin, je me dis putain. Parce qu'en fait, je me rappelle de chaque instant, et chaque instant, je l'ai gravé. J'ai gravi les échelons, mais je garde. J'oublie jamais d'où tu viens, en fait. J'oublie jamais d'où je viens, mais même dans ma manière de manger, même dans ma manière de dépenser. Je vais jamais dans une boutique de luxe. J'ai acheté un sac Dior, parce que j'ai connu quelqu'un de chez Dior qui m'a dit allez, nanani, tu sais, il faut quand même. Et ben je le mets jamais. Je m'habille tout en pareil et j'aime pas m'habiller en marque parce que je me tâche. Je suis un galérien avec mes vêtements et donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment de belles choses. Alors par contre pour la maison oui, le bon matelas parce que j'ai galéré, j'ai dormi dans un canapé. Oui, donc j'ai un lit que vraiment c'est le meilleur lit du monde. Confort en fait. Et la déco parce que ma grand-mère m'a toujours dit tu dois être inspiré par tous les endroits où tu vis. Si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel, tu dois être inspiré par tout ce que tu vois et tout ce que tu sens. Donc j'ai des bougies de ouf et j'ai des... Travailler l'esthétique tout le temps. L'esthétique tout le temps. Elle dit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être inspiré toute sa vie. Je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Est-ce que tu aurais un message à donner à des jeunes qui ont envie de faire leur coming out mais qui appréhendent un peu la réaction des parents? Alors je dirais qu'aujourd'hui c'est sans doute
peut-être moins tendu de le faire, mais j'avoue que dans certaines situations familiales, c'est toujours très tendu. Mais je dirais ne pas perdre de temps, parce que la vie, elle est courte, ne pas se laisser bouffer, et surtout arrêter de croire, arrêter de projeter ce que les gens vont penser. Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup comme ça, parce que ma famille était comme ça. Ils étaient dans la réputation, le truc, l'image et tout. Et donc, j'ai continué à être un peu comme ça après. Et le jour où j'ai complètement lâché prise, j'ai compris qu'en fait, quoi qu'on fasse, on n'empêchera pas les... On est le con de quelqu'un, on est le moche de quelqu'un, on est la beauté de quelqu'un, machin. Aujourd'hui, je peux te dire qu'avec l'expérience, en fait, il faut foncer parce que je me dis juste que la terre est brûle et qu'on n'a plus le temps. Et aujourd'hui, je fais tout ce que je veux. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis. Si j'ai envie de dire la vérité, je le dis. T'es libre. Je perds pas de temps. Et en fait, t'es beaucoup plus libre. Et personne ne peut te mettre la pression, du coup. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Justine, j'ai envie de me tourner vers vous parce que le chiffre qu'on donnait en ouverture de cette émission, c'est 20% de 6-18 ans qui ont déjà été confrontés au cyberharcèlement en France. C'est issu d'une étude qui a fait date, qui est parue en juin 2021, que vous avez notamment faite aux côtés de plusieurs autres acteurs de la lutte contre ces harcèlements scolaires et ces violences numériques. Aujourd'hui, si on voulait donner une image du harcèlement et du cyberharcèlement, ce serait laquelle? C'est un fléau? C'est absolument ça. Oui, c'est un fléau. Enfin, c'est un fléau qu'on côtoie tous. On l'appelle cyberharcèlement, on l'appelle haine en ligne, on l'appelle toxicité sur les jeux vidéo. Ça a des noms un peu différents selon le lieu où on est, selon l'âge qu'on a. Mais en réalité, c'est effectivement, alors tout le contraire de la bienveillance de Molang, c'est effectivement l'autre aspect de l'être humain, qui n'est pas nouveau, mais qui, avec ses outils numériques, a trouvé des moyens supplémentaires, en fait, d'aller toucher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ces objets ne sont pas virtuels dans leurs conséquences. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ont des impacts assez terribles. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale. On se rend compte à l'échelle de la société que finalement, tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologique fait autant de mal, voire plus, en tout cas plus durablement parfois, que des violences physiques, et que donc il ne faut pas hiérarchiser les violences, diminuer et regarder un peu avec condescendance des agissements qui sont sur des lieux numériques et qui concernent des jeunes, ce qui parfois aussi a tendance à se dire c'est l'école de la vie, il faut bien apprendre, la cour de récré, c'est la loi du plus fort. Voilà. Ça, c'est des mots qu'on ne supporte plus d'entendre et qui, dans la sphère numérique, effectivement, se déchaînent violemment. Et c'est vrai que le 30-18 est là pour accompagner les jeunes face à ces situations. Oui. Monsieur le principal, Mac Chouming, quelles sont les dynamiques dans les phénomènes de bouc émissaire? Qu'est-ce que vous identifiez, vous, à votre niveau? Alors, en fait, moi, je vais vous donner un exemple simple, parce que je crois que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc, prenons un exemple simple. Moi, quand j'étais professeur d'éducation physique et sportive, je pense que j'étais à l'origine de situations d'harcèlement. Par exemple, en demandant, et tout le monde l'a connu ça, en demandant aux élèves de faire eux-mêmes les équipes. C'est un exemple que je cite dans mon livre et qui est assez parlant. Je mets 4 jeux de maillot par terre et je demande aux 4 meilleurs, en général des garçons, c'est comme ça qu'on voit les choses, de choisir leurs camarades. Donc je délègue à des élèves la responsabilité de choix. Et qui est choisi en dernier? En général, c'est le bouc émissaire. Et alors, si c'est un garçon qui est choisi après les filles, vous imaginez. Et le pire, c'est que j'entends ce que dit monsieur par rapport au fait qu'il faut parler, mais bien souvent, on constate que le bouc émissaire n'est même pas conscient de sa propre posture. Lui, il se dit, bah ouais, c'est normal, j'ai été choisi en dernier. Puis finalement, quand c'est fait une deuxième fois, puis une troisième fois, on vient plus en cours, ou alors on prend pas ses affaires, puis on vous passe pas la balle. Ça devient normal. Alors là, moi, je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que le bouc émissaire, c'est tout le temps quelqu'un qui est dans son coin, qui subit, qui pleure et qui ne sait pas se défendre. Parfois, nous, on voit des boucs émissaires qu'on appelle les porcs épics, des boucs émissaires qui ne savent pas pourquoi ils sont éloignés des autres et qui aussi deviennent agressifs. Et parfois, on se trompe parce que cette agressivité, elle est renvoyée à un groupe. Et ce groupe lui renvoie à l'agressivité. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir à punir des élèves parce qu'ils étaient agressifs, alors qu'en réalité, ils étaient boucs émissaires. C'est pour ça que je vous dis que la notion d'harcèlement, elle est bien plus complexe que celle-là, que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Et du coup, enlever l'adulte de cette problématique, pour moi, c'est un non-sens, puisque par rapport à ce que je vous ai décrit de ce que j'ai fait dans ma carrière, j'étais à l'origine de la mise en place de règles qui généraient des boucs émissaires et qui finissaient par mettre en situation des personnes en harcèlement.
Voilà. Ça vient justement en écho à ce que vous avez vécu. Oui, non mais exactement, ce monsieur a tout à fait raison. Comme il le dit, c'est vrai que ça devient limite normal en fait. C'est que l'exemple qu'il donne par rapport au sport, par exemple, j'ai toujours été choisi le dernier en effet pour parler de moi. Mais c'est vrai que les équipes ont beaucoup délégué, choisissez votre équipe, et c'est vrai que finalement c'est toujours moi le dernier en ce qui me concerne. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force, en fait, on est habitué à ça, et c'est vrai que ça devient normal, comme le dit monsieur. Ouais. Toujours dans le sondage, quand on demande à la fois aux parents ou aux jeunes ce qu'il faut faire face aux violences de tout type, on a parlé des verbales, des psychologiques, des physiques, la première réponse, la préconisation numéro 1, c'est il faut sanctionner plus sévèrement. Pourquoi c'est pas magique? Pourquoi ça ne suffit pas? Ça suffit pas parce que justement, en fait, en tombant à bras raccourcis sur ces enfants-là qui harcèlent, eh bien, on en fait des décrocheurs aussi. Dans notre effectif, on a des enfants qui, évidemment, ont porté des coups pour toutes sortes de raisons. Ça peut être lié aussi parfois à de l'autisme, à un parcours de vie chaotique, comme vous l'avez dit. Eh bien, si on tombe que par de la répression sur ces enfants-là, ils vont s'écarter du chemin scolaire et venir chez nous. C'est un peu ce que nous disait Basile Debure sur la prison la semaine dernière dans l'émission. Il a publié un livre qui s'appelle « Que le destin bascule » chez Flammarion, en disant voilà, il faut faire très attention. Quand c'est sur les premiers signaux de décrochage d'une façon ou d'une autre, on peut empirer considérablement. C'est vraiment le moment où l'éducation a tout son sens. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner un cadre, reprendre l'élève, mais tout ce qui est verbalisation, accompagnement de cet enfant, fondamental. Valorisation également. C'est une question qu'il faut prendre de façon holistique. Il y a vraiment une vision totale qu'il faut avoir du cyberharcèlement. C'est du cyber, c'est aussi du harcèlement scolaire, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut que chacun prenne sa part dans la lutte contre le cyberharcèlement et les harcèlements scolaires. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend au-delà du cyberharcèlement, c'est tout l'enjeu de la banalisation de la violence à l'école, dans les propos, dans des mots aussi tout simples, sans parler de harcèlement ni de cyberharcèlement, c'est-à-dire au tout début d'insulter son camarade dans le jeu, par exemple, de s'amuser à être dans un dialogue où finalement il n'y a plus de dialogue, et on se rend compte que grâce à ce sujet du cyberharcèlement, si on va même encore un peu plus loin, c'est comment en classe ou en famille on réapprend à parler ensemble, on réapprend dans des espaces de sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, des espaces qui sont avec l'adulte, c'est-à-dire à visage humain, on voit l'autre camarade parler, être triste, avoir peur. Comment on fait pour rentrer en contact? Parce que ce qui se passe dans le cyberharcèlement, et on le sait aujourd'hui, au niveau de l'empathie, pour que ça s'active dans le cerveau, il faut aussi pouvoir voir un visage, il faut voir une expression. Or, quand on voit un avatar, quand on voit un dessin, ou quand on voit, on ne voit pas l'autre très concrètement, notre niveau d'empathie, il a du mal à s'activer, il est en mode off. Et le fait de pouvoir avoir ou des images bienveillantes, ou évidemment en classe ou à la maison avec un adulte qui réapprend finalement à communiquer de manière simple, on s'aperçoit que les enfants qui paraissent très durs, ou même ceux qui peuvent aussi malmener les autres, quand on leur pose des questions, ils commencent à réaliser, ils commencent à prendre conscience. Mais ça peut se faire qu'avec des humains. Donc c'est en ça que pour moi ce sujet il est primordial, parce que ça vient aussi, même au niveau de l'école, poser la question. Et il y a beaucoup de professeurs qui commencent à le mettre en place, je suis en lien avec eux, quand ils me disent parfois j'arrête le cours et tous les vendredis par exemple, pendant 30 minutes, on ne parle que des émotions. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT, mais on se retrouve demain, même heure. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous. Mickaël Dos Santos, ici présent. Canal 247 sur les Freebox pour le retrouver, schooltv.com. À la réalisation, aujourd'hui, c'était Ulysse Touré. Au son, Alexis Oustabassidis, pardon. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci à toute l'équipe de School et à demain. Ciao.